Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Mohamed Tal. Il est ancien ministre et directeur de cabinet de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Évidemment, les sujets, c'est toujours l'actualité qui est marquée par ce débat interminable autour de la Constitution. L'UFR qui, comme vous le savez, dans cette atmosphère de contradiction entre ceux qui veulent une nouvelle Constitution et ceux qui sont contre, qui accusent le gouvernement d'instrumentaliser l'ANAFIC qui est un instrument de développement pour attirer davantage des citoyens vers ce projet que certains qualifient de diabolique. Évidemment, quels éléments de preuve ont-ils pour porter ces accusations? Nous allons en parler tout à l'heure, mais aussi l'UFR qui porte de sérieux doutes sur la démarche de la CENI quant au recrutement d'un opérateur pour le recensement du fichier électoral. De tous ces sujets, et nous allons parler avec notre invité du jour, M. Tal, qui nous reçoit ici au siège de l'UFR. M. Tal, merci de nous recevoir ici et d'être dans cette émission. Merci à vous. Alors, première question, c'est d'abord la CENI. Avant qu'on ne parle de constitution et tout ce qui se passe autour de tout ça, ces derniers temps, on a remarqué que l'UFR est très remonté contre la CENI. À chaque assemblée générale, vous indexez cette institution d'être en train de manœuvrer, évidemment, dans le cadre du recrutement d'un opérateur. Vous, personnellement, vous vous prononcez là-dessus, l'assemblée du samedi passé. En clair, qu'est-ce que vous reprochez à cette CENI, alors qu'on vient de sortir de l'atelier de Kindia, alors qu'on pensait que Kébé fait plus ou moins unanimité en termes de confiance et de transparence dans la procédure qu'il mène? Bon, merci pour cette question. Vous savez, le problème central dans toute élection, c'est le problème du fichier électoral. L'opposition, il y a 2 semaines, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle on est rentré un peu dans les détails. Il convient, je crois, de rappeler que la décision d'auditer le fichier est une décision prise dans le cadre du dialogue politique. Et comme vous le savez certainement, le dialogue politique est un cadre de concertation qui réunit les partis politiques de la mouvance, de l'opposition, mais ça se fait également en présence des partenaires étrangers, les ambassadeurs de la France, des États-Unis, les Nations Unies sont là, la CEDEAO, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on a décidé d'auditer le fichier. Et suite à cette décision, on a bénéficié de l'assistance financière des partenaires étrangers pour payer, les experts qui ont audité le fichier. Et au bout de leur travail, ils ont fait un rapport. Et dans lequel rapport, ils ont mentionné un certain nombre de recommandations qui sont très faciles à comprendre et donc à mettre en œuvre. C'est après tout ça que la CENI commence à passer à côté de ces recommandations-là. Voilà pourquoi nous indexons la CENI, nous pointons du doigt la responsabilité de l'institution, surtout celle du président, dans la mesure où il a initié, et on l'a dit lors de la conférence de presse, il a initié une démarche parallèle pour prendre contact avec un certain nombre de sociétés et fixer un certain nombre de choses. Ça relève du délit d'initié, dans la mesure où la loi, les pratiques veulent qu'il n'y ait pas de contact entre les soumissionnaires et celui de quoi vous accusez exactement, Maître Kébé? Concrètement, quelle est la démarche parallèle qu'il est en train d'entreprendre, contrairement à celle qu'il doit faire en réalité? Il a contacté qui, dans quelles circonstances, où, quelle société? Concrètement, les recommandations sont claires. Et le mécanisme au sein de la CENI veut que les décisions soient prises en plénière. Et
une des plénières de la CENI avait décidé effectivement de lancer la procédure d'appel d'offres. Permettez que je termine. De lancer la procédure en saisissant les marchés publics pour le démarrage de l'appel d'offres. Ça a été décidé en plénière. Avant, au lieu de suivre cette voie-là, parallèlement, à l'insu donc des commissaires de l'opposition, on a envoyé une lettre à un certain nombre de sociétés, au nombre de 7, lettre qui date du 17 mai, signée du président de la CENI, qui dit clairement aux sociétés, voilà ce qu'on compte faire, on vous demande de soumissionner. Mais ça, c'était à l'insu des commissaires de l'opposition. Et lorsque l'information a été portée à la connaissance des commissaires de l'opposition, le président Kébé était pendant ce temps-là à Paris en train de prendre ses contacts. C'est à son retour qu'une plénière a été organisée, au cours de laquelle il a été, c'est vrai, acculé par les commissaires qui lui ont demandé avec insistance des explications. Il a donné quelques explications qui ont été peu convaincantes et cette plénière a été suspendue. Elle n'a pas été concluante et avant la reprise, nous sommes passés à l'ouverture des plis. Donc vous voyez bien que finalement la procédure parallèle qui a fini par s'imposer. Mais ce qui est vicieux dans tout ça, c'est que la procédure a été viciée en amont, avec cette prise de contact du président et certains responsables de société. Et au moment du dépouillement, on veut nous faire croire que tout se passe dans la transparence. Parce qu'effectivement, au moment du dépouillement, d'après les informations que nous avons, les choses semblent se passer normalement. Mais seulement, les gars ont eu, les sociétés qui ont été contactées savaient exactement comment préparer leur dossier, et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont de bons dossiers. Et tout est fait pour que la société qui a été clairement dénoncée par l'opposition, y compris par moi-même, la société Innovatrix, tout porte à croire que c'est elle qui risque de bénéficier de ce marché. Nous voyons que vous focalisez sur cette société appelée Innovatrix, dont vous, je ne sais pas, vous prêtez la propriété au président Alpha Condé ou je ne sais pas, une certaine acquaintance avec le président de la République. Je dis simplement qu'elle semble bénéficier des faveurs de la CENI, du système, et ça, vous avez aussi dit que c'est la société qui est recommandée par Alpha Condé. Là, est-ce qu'il y a des preuves tangibles que Alpha Condé recommanderait cette société Innovatrix à la CENI afin que ce soit elle qui soit choisie pour travailler sur le fichier? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez quand même vu les informations qui sont venues de la CENI après ce vent de doute et d'accusation de l'opposition, disant que pour l'instant, il ne s'agit même pas du fichier électoral, mais il s'agit du travail qui doit être fait sur le site central. C'est ce qu'ils ont dit. Et dans ce sens-là, c'est l'opérateur qui sera recruté qui va travailler sur le site central de la CENI à la clé et avoir un logiciel qui permettra à la CENI donc de garder les données intactes. Et qu'après on passera maintenant au recensement, à l'opérateur qui doit procéder au recensement des fichiers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a deux dossiers qui sont un peu mélangés dans ce sens? Non, vous voyez vous-même que tout est fait pour rendre la situation de plus en plus confuse. Ce que je voudrais préciser, la première suspicion vient du fait que des entreprises qui ont déjà eu à travailler sur le fichier guinéen et qui ont fait un mauvais travail puissent soumissionner à cet appel d'offres. Ça, c'est déjà la première suspicion. Et comme quelles sociétés qui ont des mauvais précédents en Guinée? J'y arrive. L'audit a établi clairement qu'il y avait des insuffisances dans le fichier. Conséquemment, on a décidé d'écarter toutes les entreprises qui ont déjà eu à travailler sur le fichier. Il se trouve qu'Innovatrix, avant l'élection 2015, avait fourni le logiciel à Gemalto. Et c'est ce logiciel
qui n'avait pas de caractéristiques suffisamment performantes, qui a été à l'origine des problèmes de doublons dans notre fichier. Donc, Innovatrix, à ce titre, devait être exclu de la même manière que Britec, qui après 2015 est venu créer un autre problème de délocalisation des électeurs. Ces sociétés-là devaient être écartées de l'appel d'offres. Malheureusement... est-ce que ça c'était dans les recommandations des experts ou les demandes des partis de l'opposition au moment du dialogue? Ou est-ce que, vu maintenant la situation, il avait été convenu que dans le cadre du nettoyage du fichier, les sociétés qui ont un antécédent en Guinée ici devaient être écartées. Bien. À ce titre-là, Innovatrix, Britec et consorts ne devaient pas pouvoir soumissionner. Non seulement on leur a permis de soumissionner, mais aujourd'hui, des contacts ont été pris et tout est mis en place pour que Innovatrix bénéficie de ce marché-là. Nous sommes contre cela, nous dénonçons cela et je pense que c'est une manière de préparer des conditions de protestation, de violence, des conflits post-électoraux. C'est pas normal. Le fichier, c'est un élément qui doit être permanent. La qualité d'une élection dépend en grande partie de la qualité du fichier. Évidemment. On ne peut pas faire tous ces efforts-là. D'abord, faire des manifestations pour qu'on ait le dialogue. Et à la clé, il y a eu des morts. On a le dialogue dans des conditions difficiles. Le dialogue se fait difficilement. Il y a pas mal de mauvaise foi du côté de la mouvance notamment. On arrive difficilement à des conclusions. Les conclusions sont mises en œuvre difficilement. Là aussi, il faut énormément d'efforts. Et au moment où on y voit clair, le rapport est fait d'audit par des experts neutres. Il ne s'agit pas du point de vue de l'opposition. Au moment où on voit clair, et il s'agit simplement d'appliquer ces recommandations. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va tout jeter. Alors qu'est-ce que vous dites du distinguo que la CENI essaie de faire entre les différentes phases du processus, d'abord en disant non, nous ne sommes pas d'abord à la phase du recensement du fichier, donc les termes de référence du cahier de charge pour l'appel d'offres à des opérateurs intéressés à venir pour le recensement du fichier, un opérateur à l'international et son binôme local, nous ne sommes pas à cette phase. Nous sommes d'abord à la phase du travail à faire sur le site central de la CENI. Et là, c'est cet opérateur d'abord que nous sommes en train de recenser. Et en parlant de ce recensement, en parlant de ce recrutement, ils disent que c'est la Direction nationale des marchés publics qui est en train justement de recevoir les soumissions et d'ouvrir les plis afin à la fin de prendre celui-là qui répond aux critères. Qu'est-ce que vous pensez de ce distinguo que la CENI est en train de faire et faisant croire donc que vous confondez un peu les différentes marches du processus? On ne confond rien du tout. Il y a un effort manifeste de flouer les gens. Vous pensez qu'il s'agit de la même chose alors? En réalité, dans la conception de cette opération-là, on a dissocié deux marchés. Le marché pour le logiciel, c'est ce qui est en cours actuellement, et le marché pour les équipements. Pour les équipements, là aussi des contacts ont été pris. Et il semble, le même Québec, tout laisse à croire, tout laisse à croire que c'est une société sud-coréenne qui bénéficiera de ce marché. Tout laisse à croire que ça serait ça. L'idée, c'est de dissocier donc le marché pour le logiciel, ce qui est en cours maintenant, et le marché pour les équipements. Les équipements lourds, c'est ça? Les équipements lourds, voilà, les kits et consorts. Et ce travail-là relève du ministère de l'administration du territoire, Mais depuis peu, qu'est-ce que nous entendons? Un logiciel, en principe, un logiciel intègre un système de dédoublonnage. Parce que je vois mal en quoi le logiciel peut améliorer la qualité du fichier s'il n'intègre pas un système pour détecter les doublons. Or là, on commence à entendre qu'il y aura un autre marché pour le système de dédoublonnage.
Mais en réalité, c'est un effort de brouiller les pistes, de tromper les gens. Ce qui est évident, c'est qu'il y a deux sociétés qui semblent avoir été identifiées et qu'on essaye de pousser pour qu'elles aient les marchés. Il s'agit d'Innovatrix et de la fameuse société sud-coréenne. Alors, c'est ça la réalité. Si la CENI essaie de se dédouaner en disant c'est la Direction nationale des marchés publics qui a l'habilitation de recevoir les soumissions, de les dépouiller et de prendre celui-là qui répond aux conditionnalités, est-ce qu'en ce moment-là, il ne faut pas concentrer les efforts, les doutes, si vous en avez, sur cette direction que sur Kébé? Parce qu'il se dit que ce n'est pas lui qui passe le marché. Et les accusations qu'on porte à son encontre d'être allé voir des sociétés à l'extérieur, on les rejette catégoriquement. Qu'est-ce que vous dites de cela? Est-ce que c'est cette direction nationale des marchés publics qui est en train de manœuvrer dans ce sens-là, ou c'est plutôt le président de la CENI? Est-ce qu'il a le pouvoir de passer un marché? C'est là la question en fait. Non, le problème n'est pas de savoir si le président passe, si c'est lui-même qui passe le marché ou pas. En tant que président de la CENI, il détient certaines informations essentielles pour l'attribution du marché. Les règles de concurrence peuvent être faussées dès lors qu'il prend contact avec une société soumissionnaire. Et ça, vous êtes sûr qu'il a pris ce contact? Mais c'est évident, il est passé aux aveux. D'accord. Oui, c'est évident et vous le savez certainement. Donc voilà la réalité. Une fois que cela est fait, vous faussez les règles. On est dans le cadre d'un délit d'initié. Ça veut dire qu'une société, avant de soumissionner, a l'avantage de détenir certaines informations qui lui permettront de préparer mieux son dossier et donc d'avoir de l'avance par rapport à la concurrence. On est dans ce cas de figure. On est exactement dans ce cas de figure. Maintenant, les aspects administratifs peuvent être gérés de manière assez transparente. Bien. Mais le jeu serait déjà fait en amont. Donc ce que l'UFR veut dire, chaque fois que vous martelez sur cet aspect faveur que la CENI et Alpha Condé veulent faire à cette société, c'est de dire si jamais après tout on a Innovatrix comme société, ne soyez pas surpris parce qu'on savait à l'avance que la CENI était passée à côté et que tout était fait pour que cette société non seulement on savait à l'avance, mais on le dit dès à présent, on ne l'acceptera pas. D'accord. Parce que on ne peut pas continuer tout le temps à faire la même chose. Yeah. La CENI précédente nous avait habitués à ce genre de situation, des choses qui se faisaient dans l'opacité la plus totale et on mettait les gens devant le fait accompli, on renvoyait les échéances le plus tard possible et au dernier moment on faisait dans la précipitation en disant ah non, on n'a plus le temps, il faut qu'on aille vite, si vous voulez qu'on ait les élections d'ici tant, il faut, et du coup soit on bâcle les opérations, soit alors on les fait sauter carrément. Alors qu'est-ce que l'opposition fait pendant ce temps, et l'UFR, et l'UFDG et tous les autres, l'opposition en général, pour peut-être amener Bourema Condé à convoquer une réunion du comité de suivi? Parce que pendant qu'on y est, vous émettez juste des doutes contre Kébé, contre le processus, mais il est en train de continuer. La direction des marchés publics est en train de dépouiller les offres et on va recruter l'opérateur. Il y aura des dépenses qui seront engagées. Pendant ce temps, vous n'aurez pas convoqué un cadre de rencontre pour dire il faut stopper le processus. On a constaté que deux sociétés qui ont des précédents, des mauvais précédents dans le processus électoral sont dans la course. Il faut les enlever. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites pour convoquer cette rencontre-là, pour ne pas que ce soit trop tard? Écoutez, on a toujours été demandeurs du dialogue. Tous les dialogues qui ont été organisés, c'est toujours l'opposition qui en avait fait la demande. Non, parce que je parle du cadre, voilà, le comité de suivi. Oui, mais le comité de suivi, c'est le suivi il est en vigueur, du dialogue. Nous avons toujours demandé. Et les ambassadeurs également ont incité le ministre de l'administration du territoire à convoquer.
les réunions du comité de suivi pour discuter, anticiper sur les problèmes, afin de trouver des solutions de manière consensuelle. Mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas l'opposition qui refuse. C'est plutôt le pouvoir. Allez demander au président du comité de suivi, le ministre de l'administration du territoire, dites-lui, mais pourquoi ne convoquez-vous pas le comité de suivi? Vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Vous voyez bien que l'opposition dénonce des choses, n'est pas d'accord avec ce qui se passe à la CENI. Convoquez les réunions du comité de suivi pour que ces problèmes y soient discutés afin de trouver des solutions consensuelles. Pourquoi n'allez-vous pas voir le ministre pour lui poser cette question? Bien sûr que nous le ferons. La balle est dans son camp. Faut-il qu'on sache que vous demandez aussi à ce qu'il ait cette réunion? La balle est dans son camp. Ah ben on l'a demandé à plusieurs reprises. Et je voudrais vraiment vous rassurer là-dessus. À la veille de chaque échéance qui pourrait être compliquée, nous avons manifesté ouvertement notre volonté de nous retrouver autour de la table pour discuter afin qu'on ne se retrouve pas dans un problème qu'on voit venir. Mais malheureusement, les demandes ne sont pas suivies des faits. Il n'y a aucune réaction favorable. Voilà, donc si l'UFR qui lance l'alerte par rapport à cette affaire de recrutement d'opérateurs, soit pour travailler sur le site central de la CENI ou le fichier électoral, et qui demande effectivement à ce qu'une réunion du comité de suivi des accords soit enclenché afin de parler de ce problème avant qu'il ne soit trop tard. Là-dessus, donc l'UFR demanderait sans doute qu'on retire toutes les sociétés, en tout cas qui ont des mauvais précédents en Guinée dans le processus électoral, dans cet appel d'offres. Nous reviendrons là-dessus, le temps d'observer une petite pause, et derrière nous parlerons politique, nous parlerons de constitution, mais aussi de la vie de l'UFR, juste après quelques secondes. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité M. Mohamed Tal, ancien ministre et chef de cabinet de l'UFR, vous l'aurez compris, directeur de cabinet de l'UFR, j'allais dire. Dans la première partie, nous avions parlé du processus électoral, notamment du fichier électoral, vous le savez. L'UFR ces derniers temps alerte, insiste là-dessus. La CENI risque de nous amener à une situation chaotique. On l'a vu dans l'opinion que justement le chargé de communication de l'UFR a disséminé dans la presse. C'est comme quoi le président de la CENI est dans des démarches qui ne rassurent pas, pour avoir pris contact avec des sociétés qui donc ont soumissionné pour ce marché, ce qui est donc non conforme à la procédure en la matière. Et voilà, donc nous verrons bien entendu si le président du comité de suivi convoquera une réunion pour parler de ce problème. Pendant ce temps, on va évoluer et d'autres sujets marquent l'actualité. D'abord, l'UFR. Il y a 48 heures comme cela ou plus, nous avons vu une ambiance de démission en quelque sorte. Est-ce vrai ou pas? Ce qui est sûr, il s'agit du maire de la commune rurale de Kabak, qui a démissionné, qui a jeté l'éponge et qui part tout droit vers le RPG. Et dans son discours, on aurait compris qu'il dit que toute la population de Kabak décide de soutenir cette affaire de constitution, mais en même temps, c'est comme s'il envoie beaucoup de gens de l'UFR avec lui au RPG. Et ça vient avec après le scénario de Lola, de votre maire aussi de cette contrée. Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas dans les rangs des maires de l'UFR, surtout à l'intérieur du pays? Tout de suite, il faut quand même corriger quelque chose dans vos propos. À Lola, Djeke, c'est ça? À Djeke. Djeke, il n'y avait pas de problème en réalité. Vous avez vu la vidéo. A posteriori, vous avez réglé en quelque sorte? Non, c'est pas qu'on a réglé. Il a rétabli la vérité. Le maire qui avait été accusé de démissionner, de soutenir le troisième mandat, c'était un subterfuge de la mouvance pour essayer de discréditer à la fois le maire et l'UFR, mais ça n'a pas marché dans la mesure où le maire a lui-même rétabli la vérité et a réitéré son appartenance. Mais c'est arrivé après que l'ancien maire des Zéréfouré soit allé le voir. Non, ce qui est condamnable surtout, ce sont les manigances qui sont à l'origine de ce genre de confusion et de ce genre
de tentatives de dénigrement. Alors le cas de Kabakon, vous expliquez, ce vieillard... Entendons-nous, il n'y a absolument aucun problème. Il est UFR, il a réitéré son appartenance Djeke, absolument aucun problème. Maintenant, à Kabak, si le maire estime qu'il doit rallier le RPG pour soutenir le 3e mandat, à la limite, c'est son droit. Mais dire qu'il a entraîné dans son sillage des gens de l'UFR, ça, je m'inscris en faux contre ça. D'ailleurs, hier, les conseillers UFR et les structures sont venus ici voir le président Sidya et lui réitérer leur engagement au sein de l'UFR. Donc, il n'y a absolument rien de compliqué. Le maire, pour des raisons qui lui sont propres, décide de rejoindre le RPG. Il a dû se sentir dans un désert, parce qu'il devait être vraiment solitaire, hein, parce qu'actuellement, cette direction n'est pas la plus convoitée. Donc, il est parti. Qui partent. Mais en même temps, il a eu des reproches en partant. Il reproche des choses à l'UFR. J'ai été frustré, ainsi de suite. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus élégant de sa part de partir simplement, sans chercher à justifier son choix. Oui, mais en même temps, les gens sont curieux sur la toile, parce qu'on ne va pas passer ça comme ça rapidement. Ils sont curieux que ce soit les responsables locaux de l'UFR qui soient indexés. De démissionner à chaque fois qu'on passe avec l'ANAFIC, à Djeke, il n'y avait absolument aucun problème. Oui. Maintenant, il faut comprendre aussi le contexte politique dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, l'UFR est devenue la bête noire de la mouvance, surtout du président de la République. Ça, c'est évident. Donc tout est fait. Donc c'est un ciblage, quoi. Tout est fait, bien sûr, tout est fait pour affaiblir l'UFR. Mais nous sommes suffisamment costauds. L'UFR est un parti très dynamique. Le président Sidya aujourd'hui est perçu par l'écrasante majorité des Guinéens comme étant l'alternative, comme étant le futur président. Alors même si cause. Est-ce que vos élus ne sont pas, je vais dire, fragiles devant justement cet instrument de propagande que certains qualifient de propagande de la part du pouvoir, l'ANAFIC, qui est l'agence nationale d'investissement, de financement des collectivités. Et vous pensez que le pouvoir utilise cet instrument pour justement faire fléchir les gens, les faire changer de position? En ce moment, est-ce qu'on peut dire que c'est seulement vos élus qui sont fragiles devant ça en changeant de position, même si vous pensez que le monsieur Djeke a été instrumentalisé, qu'il a recadré? Mais celui-là de Kabak, c'est possible qu'il y ait d'autres cas. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer à d'autres zones où les ministres viendront avec ce fonds en Afrique et tenteraient de faire changer de camp certains de vos élus locaux? Parce qu'il y a des sous-préfectures encore qui restent encore à visiter par les ministres et avec le fonds de l'ANAFIC. Non, ce qui est un peu regrettable dans la manière dont le pays est géré actuellement, dans la gouvernance actuelle, ce sont des choses pareilles. On est en train d'instrumentaliser les Guinéens. On fait comme si les Guinéens étaient de vraies marchandises. On développe la corruption, on utilise les moyens de l'État à tous les niveaux, y compris les structures sont utilisées pour acheter les consciences. Ça ne mène à rien du tout. C'est pour ça que depuis 9 ans, on n'a pas eu vraiment de résultats probants ici. Au lieu de s'intéresser à la petite histoire, qui consiste à savoir, oui, on a débauché tel maire, etc., il faut peut-être voir de quelle manière le pouvoir en place est en train de procéder pour créer ce genre de situation. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est condamnable? Si c'est condamnable, je crois que et vous et nous, on devrait condamner ce genre d'attitude. Et moi je pense que vous avez dit effectivement qu'ils sont en train de mal utiliser du pays, il faudrait que ceux qui ont la mission de servir les Guinéens se focalisent sur ça. Et les instruments de l'État, les structures de l'État ne doivent pas être utilisés à des fins purement politiques
pour débaucher des gens afin de les ramener à la mouvance. Ce n'est pas fait pour ça. Bien. L'ANAFIC, c'est fait pour financer les collectivités qui ont des projets à se développer. Mais ce n'est pas fait pour exercer des pressions ou acheter des consciences. Si on l'utilise dans ce sens, c'est qu'on a dévoyé la structure et à ce titre, vous devriez condamner le pouvoir en place. Bien, ça c'est, en tout cas nous constatons sur le terrain, le cas de Kabak se limite seulement au maire. C'est le maire de la commune rurale de Kabak seulement qui a décidé de rejoindre le RPG, et puis le reste des membres du bureau de cette commune rurale de l'UFR reste au sein de l'UFR. Je vous ai dit que les autres conseillers UFR et les structures de Kabak étaient ici hier. Bien. Pour réitérer leur appartenance à l'UFR. Il n'y a absolument aucun problème. Mais à ce rythme-là, est-ce que vous ne craignez pas d'autres chambardements ailleurs au compte de l'UFR, comme vous-même vous le dites, vous êtes ciblé par le pouvoir, ils utilisent tous les moyens qu'il faut pour... Nous sommes sereins parce que la dynamique est bonne, la tendance est bonne. Nous essayons de nous organiser afin d'atteindre nos objectifs. Nous préparons l'échéance 2020 pour que notre candidat, le président Sidya Touré, puisse être élu. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Ce n'est pas des questions de personne. Bien. Non. Et puis on parle finalement de tout ce qui est à l'origine de ce qui arrive là, c'est ce débat autour de la Constitution, changement de Constitution. Aujourd'hui, il y a une certaine nouveauté, c'est cette note de service émise par le ministre des Affaires étrangères à adresser aux différents ambassadeurs plénipotentiaires accrédités auprès des différents pays qui ont des relations diplomatiques avec nous, donc leur donnant des arguments qui puissent donc outiller ces ambassadeurs de sorte qu'ils y trouvent des éléments de langage, comme ils ont dit, pour expliquer le bien fondé de ce projet de changement de constitution en Guinée. Et ça, c'est un autre, peut-être... je veux dire un autre point qui éclaire un peu les lanternes que le pouvoir est prêt à aller vers ce changement de constitution, davantage. Bon, moi, honnêtement, je trouve que cette note circulaire est un non-sens. On ne peut pas initier une procédure de manière irrégulière. Il n'y a pas eu de discussion, on n'a pas cherché à expliquer à l'interne, rien du tout. C'est illégal parce que les dispositions de la Constitution ne permettent pas de but en blanc comme ça de changer la Constitution et d'en adopter une nouvelle. C'est porteur des germes de déstabilisation du pays parce qu'on a déjà vu des résistances, on commence à enregistrer des morts. Vous êtes dans ça et en même temps vous voulez que des pays qui sont démocratiques, qui défendent les valeurs de la démocratie à travers le monde, qui, lorsque des troubles sont créés dans votre pays, investissent en termes de maintien de la paix. Ils entretiennent des hommes là-bas, ils amènent des armes, etc. pour rétablir la paix. Malgré tout ça là, vous demandez à ces gens de vous soutenir quand même. Non, honnêtement. Est-ce que vous pensez que ça a un sens? Bien. Comme je le dis, moi je vois mal un ambassadeur donner suite à cette lettre. Parce que si vous êtes ambassadeur au Sénégal, en Côte d'Ivoire, n'importe où, en France, aux États-Unis, Allemagne, comment vous faites? Comment vous gérez ça? Vous vous levez avec la lettre pour aller voir qui? Pour lui expliquer quoi? Mais pour aller voir les autorités auprès desquelles ils sont accrédités. Non, soyons sérieux. Je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Parce que, mais parce que de l'autre côté, vous avez le front auquel vous appartenez, qui va à la CPI, qui va à l'Union européenne pour déposer des listes, pour dire que c'est illégal. Donc c'est face à cela qu'eux aussi, ils développent une stratégie d'explication vis-à-vis des mêmes puissances auprès desquelles vous partez. Non, j'ai donné les caractéristiques de ce projet troisième mandat. Irrégularité dans la forme, illégalité au regard de la Constitution, les risques de troubles dans le pays, risques de tuerie, etc. C'est ça l'idée du troisième mandat. Et pour aboutir à quoi? À ce qu'on a vu depuis 9 ans.
c'est pas la peine, c'est pas intéressant, c'est à jeter ça. Donc personne n'est intéressé par ça. Vous prenez ça, vous dites que non, il faut aller convaincre des pays démocratiques. Si vous prenez vous pensez la sous-région, que c'est peine perdue, tout simplement. Ça n'a simplement pas de sens. Vous prenez la sous-région. Dans la sous-région, tous ont renoncé au troisième mandat. Tout le monde. Tout le monde a renoncé au troisième mandat. Et il y a 2 ans... Non, mais eux, ils vous parlent de nouvelle constitution, monsieur le ministre. Ils vous parlent de nouvelle constitution, ils ne vous parlent pas de troisième mandat. Ils ont non seulement tous renoncé au troisième mandat, mais je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a 2 ans, environ 2 ans, c'est le président Alpha Condé et le président mauritanien, qui n'a pas été candidat, qui sont allés voir Yahya Jammeh en Gambie. Quand ils partaient en Gambie, la CEDEAO, notamment l'armée sénégalaise et nigériane, était aux portes de la Gambie. Les gens étaient prêts à rentrer par la force pour déloger le président. C'est les 2 qui sont allés vous dire à Yahya Jammeh, vraiment pour sauver la paix, pour ne pas créer de troubles, il serait bon de quitter pacifiquement, de quitter sans ne pas obliger la CEDEAO à intervenir par la force. Comment le même président, 2 ans après, est en train de faire autre chose ici? Vous pouvez comprendre ça? Et le but, le seul objectif du troisième mandat, ou du changement de constitution, du changement de constitution, pardon, c'est le troisième mandat. Bien. Sinon, comment pouvez-vous expliquer? C'est le but que vous donnez au changement de constitution. Non, c'est le... Parce qu'eux, ils y trouvent un autre but, c'est tout simplement de doter la République d'une nouvelle constitution moderne, actualisée et tout. Excusez-moi. Si ce n'était pas le seul objectif, pourquoi on ne sortirait pas cette constitution-là maintenant pour qu'on en discute? Pourquoi le Premier ministre, lors de la conférence de presse, va dire « moi je suis d'accord pour la constitution, etc., pour la nouvelle constitution », alors même qu'il n'en connaît pas le contenu? Il ne sait pas ce qui se trouve dedans, il soutient quoi? En réalité, aussi bien ceux qui soutiennent que ceux qui sont contre, le point de rupture, c'est la possibilité offerte au président Alpha Condé de briguer un autre mandat. Le troisième mandat, donc. C'est ça la ligne de fracture. Sinon, le gouvernement aurait dit, voilà, c'est ça la Constitution, ce qui nous intéresse dedans, c'est ça. Et vous remarquerez, même dans la note qui est supposée fournir des éléments de langage à nos ambassadeurs à l'étranger, dans cette note-là, on parle de tout sauf de l'essentiel. On dit, oui, clarifier tel truc, introduire tel droit, dans la Constitution, créer le poste de vice-président, il y a plein de choses, mais on ne dit pas que ça permettra aussi au président de se présenter. À la différence de ceux qui défendent l'idée d'une nouvelle Constitution, nous qui sommes contre, au moins nous avons le courage de dire nous sommes contre parce que ça permettra au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Mais ceux qui défendent, ils n'ont pas le courage de dire aux Guinéens nous défendons ça, c'est pour permettre au président. Mais il faut qu'il soit un peu plus courageux. En tout cas, certains le disent, comme les Makandera, comme encore qui veut un 4e et un 5e mandat pour Alpha Condé. Si c'est ça, ça n'intéresse aucun Guinéen. Ça ne peut pas nous intéresser parce qu'on a vu après 9 années, ça nous a mené nulle part. Donc bref, vous pensez que cette lettre que le ministre des Affaires étrangères a adressée aux ambassadeurs est insensée et de non-sens tout simplement, et que ça n'impactera pas? Honnêtement, je pense que si moi j'étais ambassadeur, je reçois une telle lettre, je n'en ferais rien du tout. Vous mettez dans le tiroir. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Bien. Alors on va terminer là-dessus. Cette fois-ci, on se focalise sur vous-même. Vous êtes ancien ministre de l'élevage. Et donc, disons, 1 an après, ou un an plus après être sorti du gouvernement, il y a le gouvernement Kassori qui a pris place et qui, vous parliez de lui tout à l'heure, il a fait son bilan la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez retenu du bilan de l'homme? Bref, qu'est-ce que vous retenez globalement de leur action sur certains secteurs stratégiques comme les besoins sociaux de base, mais l'électricité aussi, et la croissance économique? Est-ce que mes commentaires peuvent changer quelque chose à l'arrière? Je crois que nous sommes tous des Guinéens, nous vivons ça tous les jours. Depuis hier soir, par exemple, vous
sillonner la ville, les 5 communes. Il n'y a pas beaucoup de quartiers qui ont eu l'électricité depuis hier soir. Donc, on n'a pas besoin de commenter tellement ces choses-là. Un bilan, ça se traduit par un impact social dans le comportement des gens. Vous voyez, l'économie, c'est une science sociale. On n'a pas besoin tout le temps de discuter. Si on crée vraiment des emplois, est-ce que vous pensez qu'on ne va pas ressentir ça dans le comportement des gens? Si vous sortez là, vous trouvez 5 jeunes qui n'ont pas d'emploi, la manière dont ils vivent, s'ils ont de l'emploi 6 mois après, vous les verrez différemment. C'est ça l'économie. Donc, quand on est dans une situation où les gens cherchent à manger, les gens ne sont pas soignés, la misère est totale, la saleté est partout, les enfants ont les ventres ballonnés, les hôpitaux sont plus que dégradés. Quand vous êtes dans ça, les routes ne sont pas en bon état. Alors qu'est-ce que vous dites des instruments? Quand vous êtes, excusez-moi, quand vous êtes dans ça, je crois que c'est suffisant. Parce que la croissance, ça doit se traduire en principe par l'amélioration des conditions de vie. C'est ça, une croissance, une bonne croissance redistributive qui permet donc aux Guinéens de bénéficier des fruits de la croissance. Cette croissance qui est de qualité, elle se traduit par ça. Malheureusement, chez nous, on a ce que Dr Ousmane Kaba a qualifié de croissance appauvrissante, dans la mesure où, effectivement, les bénéfices tirés de l'exploitation minière, on ne les voit pas. Ce n'est pas réinjecté dans l'économie en termes d'investissement public. On ne permet même pas aux localités qui sont là où ces mines sont exploitées de vivre dans un environnement normal. Si vous prenez Boké, tout a été défoncé. Et comme en contrepartie, il n'y a pas eu vraiment de création d'emplois ou c'est simplement des emplois sous-qualifiés, ça n'a pas eu d'impact sur leur niveau de vie. Et quand vous rajoutez la destruction de l'environnement, le fait qu'ils ne puissent plus faire des activités agricoles parce qu'ils ont été spoliés de leurs terres, ça crée un appauvrissement de la population. Et les rentes de tout ça vont partout sauf dans l'économie réelle. Donc la Guinée, vraiment, on a des mines, mais bon, ça bénéficie à qui ça, bref, un bilan négatif. Bon, je ne sais pas, c'est pas mon regard à moi simplement. C'est ce que les Guinéens ressentent, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est palpable. Si vous prenez l'administration, c'est la colonne vertébrale de l'État. Sans administration, tout ce dont on parle, ça ne sert à strictement rien. Sans administration, vous ne pouvez pas garantir la santé publique, vous ne pouvez pas garantir la sécurité, vous ne pouvez pas garantir l'éducation, vous ne pouvez rien garantir. Voilà, et les indicateurs sociaux ne sont pas bons. On n'a pas créé vraiment d'emplois ici, il n'y a pas eu d'hôpitaux, il n'y a pas eu d'école, il n'y a quasiment rien. Donc avec ça, je vous laisse tirer la conclusion. Est-ce que le bilan est bon ou pas bon? On peut imaginer donc le qualificatif à employer. Et pour terminer en 30 secondes, il y a un de vos communicants qui est en passe d'être convoqué à la DPJ parce qu'il a émis une opinion qu'il a fait publier sur un site de la place, notamment Mosaïque Guinée, qui est titré comme quoi Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, c'est le recul de la démocratie. Comment vous réagissez justement à cette convocation? Parce que là encore, il s'agit de quelqu'un de l'UFR. Est-ce que vous qualifiez ça de ciblage parce que ce genre de terme est utilisé par tout le monde, ou est-ce que ça vaut la peine de le convoquer? Non, c'est pas un terme utilisé par tout le monde. Ou alors, si c'est utilisé par tout le monde, c'est que c'est vrai. Vous-même, vous insinuez qu'il s'agit d'un délit d'opinion, parce que vous avez dit qu'il a exprimé son opinion. Est-ce qu'on est au stade où on peut être inquiété pour avoir exprimé une opinion? Je ne le crois pas. Eh bien, ceux qui pensent que c'est pas vrai, ils n'ont qu'à écrire non, c'est vrai. S'il est président de la CEDEAO, ça va contribuer à renforcer la démocratie, ça va améliorer plein de choses. Ben, ils n'ont qu'à argumenter dans le sens contraire. Mais honnêtement, je reviens à cette fameuse phrase qui vaut ce qu'elle vaut, du président Alpha, lorsqu'il dit « j'ai hérité d'un pays et pas d'un État ».
Mais le pays de l'époque, là, on pouvait se permettre beaucoup de choses en termes de liberté, en termes de plein de choses. C'était quand même beaucoup plus facile pour beaucoup de Guinéens, pour ne pas dire tous. Mais comme dirait un de nos jeunes communicants, qu'il nous laisse au moins ce pays-là. Bien. Au moins. Voilà. Donc cette procédure judiciaire contre un de vos communicants, vous pensez que c'est une sorte d'acharnement? C'est un délit d'opinion, c'est un acharnement. On a dépassé ce stade. Bien. Je veux dire, aujourd'hui, la liberté d'expression, on ne peut plus remettre ça en cause ici. Bien. C'est fini ça. Et on verra comment l'UFR va faire face à cette convocation si elle arrive à terme. En tout cas, merci Monsieur le ministre de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À vous, merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.